Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Déjà 6 ans, c'est incroyable. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Régis, Clément, Gérald, Salomon, Nicolas, Elianta, Maxime et Émilie. Nous sommes 6235 sur YouTube. Bon, ça monte petit à petit, ça continue. Et toujours à 514 notes sur Apple Podcast. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous m'avez oublié sur Apple Podcast, ou alors est-ce que Apple Podcast est en train de s'effondrer face à Spotify ? Je ne regarde pas Spotify, mais vous êtes nombreux à me laisser des commentaires sur Spotify. Et j'y vais pas souvent, donc ça me fait penser qu'il faut que j'y retourne. Le plus simple, c'est de laisser les commentaires sur YouTube. C'est là où je les centralise. Mais donc voilà, si vous voulez m'aider à faire grossir ce podcast, je vous invite vraiment à me mettre une petite note 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça aide à faire connaître Une vie de liberté qui existe déjà depuis toutes ces années. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram. C'est là où je suis le plus joignable sur mon seul et unique compte Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. N'hésitez pas à me rejoindre. Je partage du contenu. J'essaye tous les jours en tout cas. Et en ce moment, c'est la course. En ce moment, c'est la folie. Donc, j'en partage un peu, mais je suis pas très assidu en ce moment sur Insta. Mais en tout cas, je continue de répondre à tout le monde. Donc vraiment, si vous avez envie de me parler, des fois, je mets quelques jours à répondre, mais je réponds encore à tout le monde. Et je vous propose, sans transition, qu'on attaque avec les news. Donc, on verra si ce podcast est une galère, puisque je rentre dans l'hiver. Et j'ai fait une visite IMO avec mon Yann, où je ne me suis pas habillé. On a eu l'opportunité d'aller voir un immeuble ensemble. On verra ce qu'on en fait. Sûrement rien, je pense, puisque... une opération un peu compliquée, mais une opération surtout où j'ai pas mis ma veste et où je me suis enrhumé. Donc on verra ce que donne ce podcast, mais ça va être... Je pense qu'on va rigoler. Ça va être la fête du cut pour Hello qui monte ses podcasts. Mais on va essayer que ça se passe bien. La première news, c'est que je voudrais vous remercier vraiment tous de votre implication, que ce soit pour la formation arbitrage ou pour le Black Friday. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est encore en plein dedans. Mais voilà, vous avez été hyper nombreux à répondre présent. Donc ça nous touche beaucoup. Merci à vous. On insiste à chaque fois pour faire pas 50 millions de promos par an, mais d'en faire au moins 2, au moins une au mois de juillet et au moins une autre pour le Black Friday pour que vous puissiez faire le plein pour les formations qui vous plaisent et à chaque fois vous répondez présent. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour cette promotion annuelle. Je reviens du coaching intensif Nouveau Départ, c'était exceptionnel. Donc le coaching intensif Nouveau Départ, c'est nos coachings en dev perso qu'on anime avec Fab. Fab, mon associé acolyte du podcast Nouveau Départ. Et 2 fois par an, on fait du coaching de groupe où on prend entre 8 et 10 personnes. Cette fois-ci, on avait 9 participants et c'était exceptionnel. On a passé vraiment 2 jours fantastiques où on dit toujours que ce qui est à Nouveau Départ reste à Nouveau Départ, mais c'est vraiment un moment où chacun peut se livrer en confiance et repartir avec des outils pour la suite. Et c'était fantastique. Et on a la famille Nouveau Départ qui s'agrandit aussi, puisqu'on avait Sylvie, notre coach, qui anime les coachings, les suivis de coaching, puisque des fois, soit on n'a pas besoin forcément de passer par le coaching intensif Nouveau Départ, on peut faire du suivi tout de suite. Il y a des gens aussi qui ne sont pas à l'aise avec un groupe, à tort à mon avis, parce que le groupe fonctionne super bien et je comprends que ça puisse faire bizarre de se livrer devant des inconnus, mais c'est quelque chose qui est libérateur
et qui permet réellement d'avancer. C'est une des voies, on va dire. Il y a les formations en ligne, il y a le coaching intensif, et puis après, il y a le suivi coaching avec Sylvie. Il y a des fois des gens qui font aussi le coaching intensif nouveau départ et qui parfois ont besoin de quelques séances aussi pour la suite. Il n'y a pas de règle. Et on a une deuxième coach qui rejoint la famille nouveau départ, c'est Estelle. Donc on est très heureux. Petit nouveau départ devient grand. Il y a beaucoup de demandes et je pense que vu le pays dans lequel on évolue et la façon dont ça se passe, les gens sont toujours de plus en plus en quête de sens. Donc je pense que c'est pas fini et c'est chouette pour moi. Ça donne du sens. C'est ce que j'ai dit au coaching intensif nouveau départ après avoir passé toutes ces années de rat racer et m'être un peu perdu là-dedans, avoir même perdu complètement le sens, d'avoir pu faire un accompagnement PNL en 2020 et puis d'avoir pu vraiment m'épanouir, pouvoir à mon tour tendre la main, c'est quelque chose de vraiment chouette. Donc voilà, bienvenue à Estelle. Et sur ce coaching intensif nouveau départ, il y a Enzo qui nous a rejoint, Enzo Honoré que vous avez vu sur ma chaîne, je suis passé aussi chez lui. Enzo était avec nous, il a participé au coaching intensif, il est venu de Punta Cana pour ça, il est revenu, donc je pense qu'Enzo est tombé amoureux de Saint-Étienne. Enzo, si tu écoutes ce podcast, je te salue. Et il est resté du coup, quand on vient d'aussi loin, il est resté tout le samedi avec moi, on a fait une très belle rando dans les montagnes, on a fait un bon vieux restaurant le midi de campagne, ça change de Punta Cana et c'était un moment exceptionnel, un vrai moment trop cool, comme on aime, juste se balader, la nature, passer des moments entre copains. Et c'était vraiment sympa. Et j'ai vu d'ailleurs qu'Enzo avait parlé sur son Insta de nouveau départ, de son coaching, qui, je crois, il a beaucoup aimé, en tout cas. Donc c'est cool. Et s'il y a des gens qui nous découvrent, d'ailleurs, avec Enzo, bienvenue à vous tous. Je voudrais dire merci aussi à tous ceux qui m'ont mis un petit mot pour ma santé, pour mes hernies cervicales. Ça revient me chatouiller. Les hernies, elles sont toujours là. Hein. Ça s'est déclenché en 2015, 2016. Et j'ai toujours réussi à tourner autour de ça. Et je suis encore en train de le faire puisque ça va bien mieux. Donc merci à tous ceux qui m'ont souhaité une bonne santé. Je continue de prendre soin de moi. Et vous verrez, on aura l'occasion d'en parler dans le sujet de la semaine. Un petit peu de ça. D'apprendre aussi à se ménager, ne pas en faire trop. Et parfois, c'est pas facile, quand on a une nature à vouloir toujours avancer, à vouloir toujours faire, qu'on a des idées plein la tête. Le corps a une mémoire, il se rappelle des moments de sollicitation. Moi, j'ai déclenché ces hernies quand j'étais en pleine rate dans ma vie de rat racer, entrepreneur de travaux publics, que c'était compliqué. Et dès qu'il y a un peu plus de sollicitations et malgré tout, avec toutes mes activités, ça fait 2 ans que le rythme est soutenu. Le corps s'en réveille, le corps s'en rappelle, et parfois la douleur se réveille. Donc voilà, je me soigne et merci à tous ceux qui m'ont mis un petit message. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine aussi ? 2 choses. Mastermind Marchand de Biens, 11 et 12 décembre, dans nos bureaux, ici, avec Ben. Il me reste une seule place, si ça vous tente. Voilà, vous avez le lien dans la description. Plus qu'une place. Et le Mastermind Entrepreneuriat des 29 et 30 janvier, les places ouvrent lundi prochain, 8 décembre. Donc voilà, tenez-vous prêts, restez connectés, gardez bien la date en tête. On a du beau monde, ça va être encore un événement trop bien. On va vous parler de plein de choses, d'Amazon, encore de nouvelles techniques là-dessus. On va vous parler d'intelligence artificielle, on va vous parler de business en ligne, on va vous parler de business physique, on va vous parler de rachat d'entreprise. Une vraie belle réunion autour de tout ce qu'on peut faire sur l'entrepreneuriat. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit, nombreux à être intéressés. Donc, ce sera les 29 et 30 janvier et les places, elles sont en vente dans une semaine au moment où vous écoutez ce podcast. Et je crois que je vous ai tout dit. Si au moment où vous écoutez ce podcast, je serai à Annecy toute la semaine. On se fait une petite semaine de mastermind non officiel, complètement non officiel entre potes investisseurs. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Et ça aussi, c'est prendre du temps pour soi. Et je vais bien profiter. Donc, si vous voulez voir des belles images d'Annecy, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous partagerai quelques moments. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, arbitrage de patrimoine. Donc voilà, j'avais fait ce podcast à l'occasion de la sortie événement de cette formation. Je le redis encore parce que je suis touché. C'était, je pense très honnêtement que c'est la première fois depuis
depuis que je suis sur Internet, que je mets autant d'affect dans une formation. Même notre premier livre, Riche de liberté, même la première formation, Division foncière, même ma formation ETF, j'ai toujours fait ça sans rien en attendre, en fait, puisque ce n'est pas ma source principale de revenus. Ma source principale de revenus, c'est mon patrimoine et le marchand de biens. Et tout ce que je fais sur Internet, bien sûr que ça rapporte de l'argent. Et je suis content et je ne ferai pas... Mais est-ce que je ne le ferai pas gratuitement ? Une vie de liberté, je le ferai gratuitement, je crois. Enfin, j'aime tellement partager, mais je suis content aussi que ça rapporte, puis ça permet de développer le podcast, d'avoir des belles lumières, une caméra correcte pour filmer, un bon micro, de pouvoir payer des montages, de faire les choses correctement. Donc c'est important, mais j'ai jamais mis d'affect. Je suis content que ça marche, j'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur pour faire des bons produits. Mais cette formation-là, particulièrement, ça me tient tellement à cœur parce que finalement, c'est la synthèse de tout ce qui m'a permis de vivre une vie de liberté, pour le coup, cette vie. Et j'ai mis beaucoup de cœur. Et donc, j'ai été très touché de voir que vous avez répondu aussi nombreux à l'appel, surtout que c'est une formation qui fait 9 heures. C'est une formation qui est plutôt chère par rapport à ce que je fais habituellement aussi. Mais voilà, ça rémunère aussi le contenu et tout ce qu'il y a dedans. Et aussi, c'est une formation qui peut nous permettre aussi c'est très large, je veux dire, forcément, vous vous doutez que sur 7 heures de formation, je couvre un spectre qui est énorme et qui permet de faire des arbitrages qui, en toute logique, permettent de gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un programme qui se positionne aussi plus pour des gens qui ont déjà investi. Ce n'est pas un programme pour les débutants, même si un débutant peut apprendre des choses dedans. Mais c'est un programme qui se positionne plutôt pour des gens qui sont avancés. Et ça me fait aussi plaisir de voir que les débutants, bien entendu, sont les bienvenus sur Une vie de liberté, encore heureux, mais qu'il y a aussi beaucoup de gens avancés sur ce podcast. Et c'est chouette, je veux parler absolument à tout le monde. Mais voilà, je suis content aussi de voir qu'on avance ensemble. C'est ça que je veux dire, que depuis 6 ans que je produis du contenu, moi, je continue d'avancer sur mon patrimoine, je continue d'investir, j'ai continué de le faire progresser. Et j'ai l'impression qu'on grandit ensemble et c'est quelque chose que je trouve beau. Donc, merci à vous tous. Et on va prendre un premier message de Régis. Régis qui me dit « Bravo Anthony et merci pour cet incroyable partage qui contribue à nous faire avancer et progresser toujours plus vers le but ultime, la liberté. Pour ma part, beaucoup de gratitude car tu as semé des graines qui vont engendrer des actions. Car je suis après 8 ans d'immobilier. » Ah bah bravo, j'ai pas pris tout le message. On va aller voir sur la chaîne YouTube. Là, je vous le fais en direct. Le message de Régis. Ah ben voilà, le V8, ouais, c'est la vidéo de la vidéo de lancement sur Une vie de liberté. Régis qui nous dit « Car je suis après 8 ans d'immobilier et 5 ans de bourse dans une phase d'arbitrage que je n'arrive pas encore à trancher. Un énorme merci. » Bon, au cas où j'ai coupé toutes les questions, je vais quand même garder la page YouTube ouverte. Effectivement, Régis, il nous dit qu'après 5 ans de bourse et 8 ans d'IMO, il y a encore des arbitrages qu'il n'arrive pas à trancher. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on a énormément d'affect dans l'immobilier. Parfois, en bourse, un peu moins. C'est des lignes sur un écran, c'est beaucoup plus facile. Mais sur l'immobilier, c'est très difficile. Et je ne fais pas exception. Cette formation, il y a une part aussi de... C'est chouette. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on rédige un programme de formation, quand on le construit, ça permet de vraiment mettre sur papier tout ce qu'on a dans la tête. Et ça clarifie même notre propre pensée. Et en ce moment, je suis face à un cas d'arbitrage qui va très bientôt se présenter, qui est énormément chargé en émotions pour moi. Et dans le programme, c'est ce que je propose de mettre un temps les émotions de côté pour vraiment voir la réalité froide des chiffres et prendre une décision sur des chiffres. Et après, on ramène les émotions dessus pour se dire, OK, même si tous les chiffres me hurlent de vendre, qu'est-ce que je décide de faire ? Est-ce que ce bien, il est important pour moi et est-ce que je veux le garder quand même ? Et auquel cas, dans la formation, je propose des solutions. Pourquoi pas créer du cash avec un business qui permet de combler un cash flow négatif qui nous permet de garder un bien ? Il y a énormément de perceptions de choses qu'on peut s'offrir et c'est tout ce que j'ai expliqué dans la formation. Mais forcément, si c'était facile d'arbitrer son patrimoine, si c'était facile de vendre des biens immobiliers comme ça irait bien. Donc voilà, merci à toi Régis pour ton message. Et effectivement, si c'est difficile, c'est normal. On a un message de Nicolas. Nicolas qui me dit, comme d'habitude, une vidéo qui tombe à point, compliqué en cette période d'arbitrer très très peu d'investisseurs.
J'ai entamé cette démarche il y a 6 mois justement pour faire tourner le patrimoine et encaisser de belles plus-values, mais il semblerait que ce ne soit pas la meilleure période, car les quelques intéressés savent qu'ils sont en position de force et les négos sont indécentes. Eh oui, Nicolas, alors j'aime toujours cette image d'indécence dans les négociations parce que voilà, quand on est en position de vendre son patrimoine, on a l'impression que les gens nous font des négos indécentes et quand nous, on est en position d'acheter, on est des investisseurs et c'est nous qui faisons les négos indécentes. Alors c'est jamais rigolo quand on est dans cette période, quand c'est à nous de vendre et qu'on se retrouve à ce moment-là. Mais il n'y a pas de règle universelle, à mon sens. Cette année, j'ai vendu un appartement en avril. On était au Kite quand j'ai eu l'offre. Donc en avril 2025, je crois qu'on l'a signé en avril et on l'a vendu au mois de juin ou de juillet. Et je l'ai vendu 175 000 euros quand l'année dernière, au plus haut, j'avais vendu l'appart 185 000. Alors oui, il y a 10 000 euros de moins, mais tu vois, sur une négo comme ça fait 5%. À la limite, je préfère accepter, récupérer l'argent, parce que là, c'était un appartement qui était complètement payé. Donc là, je récupère vraiment 175 000. Et je sais que je referai vite ces 5%, ou en bourse, ou en crypto, ou en le mettant en apport sur une OP de marchand. Donc, je l'accepte. J'ai aussi ce genre de négo, parce que je suis sur une OP qui est, pour le coup, qui est hyper patrimoniale. Mais forcément, si tu as des immeubles qui sont dans leur jus ou pas ouf, ou tu vois, comme ce que j'ai visité hier avec Yann, qui est un immeuble de 10 logements, il n'y a plus que 3 apparts dedans. L'immeuble, il est éclaté. Le propriétaire, il est à bout de course. Il ne veut même plus aller dans son bien, tellement il lui sort par les yeux. Il a eu des infiltrations partout. Donc là, c'est sûr qu'on arrive dans un marché comme ça. On va faire une négo qui, oui, pour le coup, si ça va au bout, et je ne sais pas si ça ira au bout, mais on va faire une négo qui va être, pour le coup, indécente, c'est certain. Donc, il y a aussi une chose qui me vient en tête, c'est qu'il ne faut pas attendre que notre patrimoine soit dans cet état-là pour le vendre. Mais si tu vends un bien qui est en bon état, bien placé, bien entretenu, tu limites quand même les négos qu'il y a en face. Et parfois, si toi, tu es capable de vendre, même dans un marché comme celui-ci, avec une négo qui n'est pas monumentale, tu ne fais pas trop négocier, et que toi, en revanche, tu sais hyper bien négocier, pour moi, il y a quand même des affaires à faire. Mais effectivement, l'idée, c'est essayer de voir un peu comment l'immobilier se comporte pour arriver à vendre en haut de cycle. C'est ce que j'ai fait. Il y a un immeuble dont je parle dans la formation que j'ai vendu entre 2020 fin 2021 même. On était en 2022. Entre 2022 et 2023, le même immeuble où j'ai vendu encore un appart l'année dernière, enfin cette année, en début d'année, j'ai vendu pratiquement au plus haut. J'ai vendu presque les 2 tiers des apparts au plus haut. Donc forcément, aujourd'hui, on est dans un marché d'acheteurs. Nous, on le voit en marchand de biens. On fait des négos de fou en ce moment. Et si tu as eu du cash précédemment et que tu te retrouves avec du cash dans un marché comme ça, là, c'est cool. Merci à toi en tout cas, Nicolas, pour ton message. On va prendre un message de Maxime. Maxime qui me dit « Vidéo qui tombe à pic également, décidément ». Ta formation arbitrage, je vais la prendre comme bourse exponentielle que j'ai prise cet été. J'ai 24 lots et du temps. J'ai revendu 3 de mes 4 sociétés et déjà eu un rendez-vous avec mon notaire. J'ai un double problème. J'ai un OBO alors que j'ai actuellement des taux idylliques entre 0,80 et 1,25% versus les taux actuels. Et le marché est clairement un marché d'acheteurs en ce moment. Les propositions sont indécentes et où les candidats sont trop justes et non finançables. Donc effectivement, on ne va pas se mentir, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais oui, on est sur un marché d'acheteurs en ce moment. Si tu as du marchand de biens à faire, c'est quand même intéressant. Il faut vraiment bien cibler sa clientèle de revente. Moi, je sais que ma clientèle pour la revente, c'est des gens qui veulent des petits prix. Donc, à moi de faire des belles négos pour que justement le cash tourne rapidement pour pouvoir proposer des prix qui sont bas. Et moi, la clientèle que je cible, c'est des artisans qui veulent acheter des appartements pour leur retraite, qui refont eux-mêmes. Donc, il faut bien savoir à qui tu vends. Il faut bien identifier ton acquéreur et cibler les bons biens. Donc oui, c'est clair qu'en ce moment, on l'a dit dans le message de Nico, c'est peut-être pas le meilleur moment pour revendre, en tout cas des biens qui sont pas ouf, mais c'est aussi un bon moment pour acheter. Donc il faut faire sa balance entre les deux. Est-ce que je ne devrais pas avoir du cash maintenant pour racheter après ? Enfin, pour racheter rapidement dans ce marché-là. Et pour ton problème d'OBO, moi je vois toujours une solution. Hein. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Et je te déconseille, bien entendu, de le faire, bien entendu. Mais voilà, si
ça dépend si tu es en caution ou en hypothèque. Si tu es en hypothèque, tu dois rembourser ce crédit à 0,80, 1,25. Si tu es en caution, tu peux garder ton crédit, mais je te déconseille de le faire, bien entendu. Voilà, blague à part, c'est sûr que dans les taux actuels, ça fait râler d'aller vendre et puis rembourser un crédit à 1% pour aller se réendetter à 3 ou 4%. Mais voilà, l'idée c'est est-ce que tu remets tout dans l'immobilier ? Si tu fais un OBO et que tu vas récupérer peut-être la moitié, 40, 60% du prix de ton bien, est-ce que le manque à gagner de ne pas le faire n'est pas trop grand par rapport à se réendetter avec un taux un peu plus élevé ? Rappelle-toi que les intérêts d'emprunt, tu vas les déduire si tu fais un OBO. Donc oui, bien sûr, c'est du crédit à payer en plus. Mais si de l'autre côté, tu récupères du cash et que tu peux saisir des opportunités en bourse, sur Bitcoin, sur du marchand de biens, sur des apports pour des biens immo, ben voilà, il faut vraiment tout mettre dans la balance, à mon sens. Donc merci à toi, Maxime, pour ton message. Et on va prendre un dernier message d'Émilie. Émilie qui était avec nous au coaching intensif Nouveau Départ, que je salue, Émilie Fit Energy sur les réseaux. Allez la suivre sur Instagram, sur TikTok, elle est partout, elle cartonne. Émilie qui nous dit « La fin m'a fait pleurer. J'ai décidé de revendre l'IDR avec lequel j'étais persuadée de devenir rentière et libre enfin à 40 ans, car j'ai eu trop de taxes et d'impôts à la mise en location non supportés par les loyers. Mise en LCD très tardivement suite à un abandon de chantier. » Et oui, Émilie, elle a été victime du fameux Gaillard et Broussard, là, de cette entreprise. Il y en a beaucoup, je sais, qui écoutent le podcast. Enfin, beaucoup. Certains qui ont été victimes de cette association de malfaiteurs, là. Donc le fameux Miguel Ortega sur les réseaux, qui aujourd'hui a disparu. On ne sait pas trop où il est, au Portugal ou je ne sais pas où. Et ce gars a fait beaucoup de mal. Et j'avais participé à un séminaire en 2021, à cheval entre 2021 et 2022, où on était venu nous présenter cette boîte de travaux. Et c'était Gaillard qui était venu. Gaillard qui nous avait expliqué sa super start-up de travaux où il faisait les travaux à distance en Wi-Fi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et je m'étais dit que ça pouvait jamais marcher. Il n'y avait aucun scénario où ça marchait. Et moi, à l'époque, j'avais quitté les travaux publics depuis 3 ans. C'était encore bien frais dans ma mémoire. Et pour moi, c'était impossible que leur truc fonctionne. Il y avait forcément une arnaque. Et je l'avais d'ailleurs dit, en fait, c'est hyper stressant de suivre tous ces chantiers à travers toute la France comme ça. Et ça ne trompait pas. Alors moi, parfois, je me ronge encore un peu les ongles. Mais là, il lui restait un demi-centimètre d'ongle sur chaque ongle. On voyait que c'était quelqu'un de ultra stressé. Et peut-être même stressé pour des problèmes financiers à l'époque. Et en gros, ils ont planté beaucoup de chantiers en partant avec des acomptes. Et ça a fait un vrai tollé à l'époque dans la sphère Internet immobilier. C'était vraiment violent. Et je l'avais pressenti, ce truc, quand je l'avais vu. Et aux membres du mastermind qui avaient été à ma table ce jour-là, je leur avais dit, n'y allez jamais, quoi. Ça pue la merde. Et effectivement, voilà, c'est un truc qui puait. Et Émilie nous dit, ça a été la pire décision de ma vie. J'ai rebondi avec ma mission de vie qui est le fitness et le sport également. C'est salvateur dans ces situations où tout nous échappe. Et là, Émilie, c'est typiquement l'exemple d'un arbitrage qui peut paraître un peu subi, mais voilà, au final, tu as réussi à t'en sortir d'un truc comme ça. Il y a sa communauté aussi qui l'a aidé, parce qu'il y a vraiment eu un abandon de chantier avec une perte d'argent. L'entrepreneur est parti avec les acomptes, donc ça a été un truc de fou. Et l'immobilier, parfois, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on fait, qu'il faut se former avec nous, avec d'autres, mais voilà, ne pas faire n'importe quoi et pas prendre des trop gros risques au départ. Moi, ça a été mon erreur, hein, Émilie. Moi, j'ai failli faire comme toi avec mon premier immeuble de l'enfer à Saint-Étienne, que j'ai longuement raconté dans ce podcast, que j'ai expliqué en long, en large et en travers, mais où on s'endette avec les frais de notaire à 3 de 507 000 €, immeuble de 9 appart pour un premier bien. Et j'aurais dû commencer par un studio à côté de chez moi, voir ce que c'était, comment je réagis aux locataires, à une mise en location, faire un contrat de bail, des travaux, et pas m'engager dans tout de suite un immeuble de 9 apparts pour lequel je n'avais pas tout visité, et où je me suis retrouvé pour le coup à faire pas mal de travaux moi-même et à y passer des week-ends et pas mal d'années dans ma vie. Et finalement, j'ai largué ce bien il y a 4 ans, et jusqu'à il y a encore pas si longtemps, je pense que la première année, ça a été ma première pensée au réveil le matin, en me réveillant et me disant « Merci mon Dieu d'avoir vendu cette daube, quoi ». Et voilà, je l'ai vendu à perte, vendu 350 000 balles. Alors comme moi j'avais amorti du crédit, j'ai gagné de l'argent quand je l'ai vendu, mais j'achète quand même un truc 507 000 € que je revends. J'ai acheté en 2000,
à cheval en 2008-2009, revendu en 2021, j'ai gardé 12 ans. Et au final, revendu 350 ou 345 000 euros. Donc c'est aussi la pire décision de ma vie. Mais regarde, je suis l'exemple que derrière, tu peux rebondir et avancer. Et c'est ce que tu as fait finalement. Et c'est aussi pour ça que tu étais à Nouveau Départ, pour te rendre compte de tout ça. Finalement, en un an, ce que tu réussis à faire avec le fitness, avec ton compte Instagram, ton compte TikTok, c'est exceptionnel. Donc il n'y a pas un seul chemin de l'immobilier. Et oui, aussi, malheureusement, des fois, ça peut tourner comme ça. Donc, encore un grand merci à toi, Émilie, pour ton message. Et je vous propose, sans transition, qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et cette quinzaine, j'ai eu un peu envie de m'amuser dans le podcast. Comme je vous le disais, ça a été riche en événements ces derniers temps, entre le coaching intensif Nouveau Départ, le week-end avec Enzo. Début de semaine, on a redémarré sur les chapeaux de roue, on a visité dans tous les sens. Donc, j'avais envie de faire un podcast où on continue en légèreté, où on s'amuse. Donc, on va parler des inconvénients d'être riche. J'arrive même pas à le dire. La miniature va être tellement putaclic, ça va être magnifique. Les inconvénients d'être riche, voilà, parce qu'il y en a à dire ça en France. C'est magnifique, c'est magnifique. Je pense qu'on va bien rigoler. Et surtout les inconvénients d'avoir trouvé la liberté financière. Parce que, en vrai, il y en a quelques-uns. Alors vous verrez, je suis mieux libre financièrement qu'avant. C'est sûr et certain. Et je ne vais pas vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il y a largement contribué. Je préfère ça que ma prison d'avant. Mais l'idée, c'est de rigoler ensemble et d'énumérer. J'ai trouvé 14 points, si je ne dis pas de bêtises. Justement, hier, en rentrant de Visitimo dans la voiture, j'ai trouvé 14 points d'inconvénients, de choses que je n'avais pas avant. Voilà, j'ai lâché des problèmes, mais j'en ai trouvé des nouveaux depuis que je suis libre financièrement. Alors l'idée, c'est de vous parler d'une liberté financière active comme je peux l'avoir ou comme peuvent l'avoir beaucoup d'auditeurs qui écoutent le podcast, soit avec de l'immobilier locatif qui a été très bien acheté, qui est un peu payé, des gens qui ont une part en IMO, une part en bourse comme moi, ou des gens qui ont de la LCD, une part de rente. L'idée, c'est de parler de ce moment de point de départ. Je ne vous parle pas des inconvénients quand on a 10 millions d'euros sur son patrimoine, que c'est sur une ligne SP500 et qu'on n'a plus qu'à profiter de la vie. Quand bien même, il y aurait des inconvénients. Hein. Non, je vous parle de le point de départ, quand on va commencer à générer l'argent qui nous permet de quitter la rat race. Quand on commence à générer entre 1500 et 5000 euros de cash flow et que les revenus du patrimoine remplacent le salaire. Donc l'idée, ce n'était pas de parler du riche au sens fantasmé de l'ultra riche où on n'a plus rien à faire. Mais c'est ce stade-là, ce petit moment où quelque part, on n'a plus besoin de son ancien travail pour vivre, que ce soit un travail salarié, c'est dans 95% des cas, c'est ça, ou un travail entrepreneur qui ne nous plaisait plus, comme le mien. Ce moment où nos revenus passifs sont équivalents à nos revenus actifs, notre day job, et que le frigo se remplit tout seul. Et justement, j'ai voulu me replonger un peu aussi avec nostalgie à l'époque où j'ai franchi ce cap, à l'époque où j'ai quitté mon ancien job de chef d'entreprise dans les travaux publics et ce moment où tout a changé pour moi. Et est-ce que ça a changé pour le meilleur? Je vous en ai longuement parlé. Mais on va parler des inconvénients de ça et ce que ça a créé dans la tête et ce que ça a changé pour moi. Et le premier inconvénient, c'est la solitude. C'est la première chose qui m'a frappé quand je suis devenu libre financièrement et que j'ai quitté mon travail et que je me suis retrouvé à ne plus me lever pour aller au boulot. Alors, je me levais pour aller au boulot pour devenir marchand de biens, pour créer mon propre business, pour continuer d'investir et d'avancer. Mais je ne me levais plus pour aller dans mon entreprise, ouvrir ce portail que j'ai ouvert pendant 12 ans, allumer les bureaux, allumer mon ordinateur, allumer la machine à café, recevoir mes gars, les lancer, aller sur les chantiers, avoir un peu cette vie routinière. Et en fait, quand on se rend compte que quand on bosse plus de 9 à 5, alors moi j'ai jamais fait 9 à 5, j'ai plutôt fait 6 à 18, mais quand on bosse plus toute la journée, on n'a plus de collègues avec nous, quelque part on a moins de vie sociale, on peut s'organiser comme on veut, si justement on veut travailler tard le soir et aller faire du crossfit le matin ou faire un squash. Alors crossfit ça marche pas, mais faire un squash, tous nos autres potes sont dans la rat race, on va dire t'es gentil, mais en fait là on est mardi matin, je suis en board de direction,
ou je suis dans ma boutique de chaussures et je ne peux pas venir avec toi pour m'entraîner. Et en fait, on se rend compte que y a vachement de solitude. Et moi, j'avais la chance d'entreprendre avec Ben, avec mon cousin et associé de toujours, quand on a redémarré la société. Mais heureusement qu'on était tous les deux, parce que j'ai beaucoup d'exemples de copains. Mon pote Mika qui est passé sur ce podcast, mon pote Charles qui est passé sur Une vie de liberté aussi, que je retrouve cette semaine à Annecy, on sera ensemble. Je sais qu'ils en ont beaucoup souffert de cette solitude au départ, et c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas. On se dit, voilà, je vais avoir ma liberté financière, je vais avoir mon cash flow et je vais être le plus heureux du monde. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu seul. Et c'est une superbe opportunité justement pour faire autre chose. On peut faire du sport en journée pour rencontrer des entrepreneurs. Moi, j'ai choisi d'aller au CrossFit. C'est là que j'ai rencontré Fabien, mon ami qui a été mon coach et qui aujourd'hui est mon ami et associé sur Nouveau Départ, sur notre Airbnb Escape Game. J'ai rencontré Sylvie, qui est notre première coach. Par l'intermédiaire de Sylvie, j'ai rencontré Estelle, qui est notre deuxième coach sur Nouveau Départ. Donc, le fait de sortir et de faire du sport m'a permis de rencontrer un nouveau cercle. Et c'est le revers de la médaille, c'est que quand on fait ça et quand on bouge pour rencontrer des gens de ce cercle-là, vous allez voir que vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, qui sont entrepreneurs et qui peuvent faire du sport à 9h du matin. Et ça, c'est chouette. C'est chouette et c'est important de se refaire un cercle parce que entreprendre vraiment seul, même quand on a son cash flow et qu'on gérerait ses LCD, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin, comme on dit. Et être à plusieurs, ça permet de partager les moments de doute, mais aussi de partager les victoires. Parce que quand on marchande bien, on encaisse une plus-value à 5 chiffres ou à 6 chiffres. C'est pas facile de le partager avec des gens du quotidien. Ça peut représenter plusieurs années de salaire d'un coup pour eux. Et ils se rendent pas compte que, en marchant bien, parfois on peut rien gagner pendant 6 mois, et d'un coup gagner une somme à 6 chiffres, et après plus rien gagner pendant 4 mois, et après une somme à 5 chiffres, et ainsi de suite. Donc c'est parfois plus difficile de partager ce qu'on vit dans le business avec des gens qui ne vivent pas le business au quotidien, et que ce soit les moments difficiles et aussi les moments de réussite. Donc le premier inconvénient, la solitude. Le deuxième inconvénient, c'est que, on l'a dit, le frigo se remplit tout seul, ça c'est cool, mais aussi ça bouleverse. Et ça bouleverse tout ce qu'on aurait pu croire avant. Et ça bouleverse notre vie. Parce que quand on a 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros qui tombent en automatique, alors vous verrez, on va en parler, c'est pas full en automatique, mais en tout cas, plus dans un métier où on échange notre temps contre de l'argent en dehors de chez soi, dans un bureau, à 20 minutes de la maison, 8 heures par jour, tout devient possible. On récupère notre temps, on récupère ce qu'on a de plus précieux, le temps. Et du coup, chaque jour, ça devient une occasion de se réinventer et de faire quelque chose d'exceptionnel. Et comme on dit, trop de choix, tue le choix. On se retrouve avec un choix énorme et pléthorique devant nous. Avant, on avait un cadre en allant au boulot tous les jours. Moi, je le vois. Avant, ça me cadrait mon activité d'entrepreneur dans les travaux publics. Et après, tu dois créer ce cadre toi-même. Et quand je me suis retrouvé dans ma cuisine en janvier 2019, je ne m'attendais pas à créer une aussi belle boîte de marchand de biens, des sociétés foncières pour aller avec, encore moins les gentlemen investisseurs, encore moins un nouveau départ. C'est toutes des opportunités que j'ai saisies, mais qui sont arrivées après. Ce n'était pas prévu dans le plan. Et c'est des choses que j'ai créées à partir de rien. Et parfois, on peut être perdu face à l'immensité de tout ce qu'on peut faire. On peut créer n'importe quel business, on peut se lancer dans le trading si on en avait rêvé. 95% du temps, c'est une mauvaise idée, mais bon. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de trading d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a une part de moi à qui ça fascine et à qui ça fait envie sur certains côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout est possible et on peut être perdu face à cette immensité de tout ce qu'il est possible de faire. On passe d'une vie où tout était rythmé par notre quotidien à une vie où on peut choisir chaque instant, on est maître de sa destinée et on peut choisir d'aller au sport, on peut choisir de se remettre sur le bon coin, on peut choisir d'aller rencontrer un investisseur, un pote, un futur associé en apéro IMO. Et moi, dans ma vie d'avant, j'avais vraiment l'impression que, on peut utiliser cette métaphore du train, mais que j'en parle parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps à Nouveau Départ, que j'étais dans le TGV qui roulait à fond sur ses rails et que je ne savais pas le diriger et que je faisais de mon mieux pour essayer de le ralentir un peu dans les virages, qui s'accélérait tout seul en ligne droite et que j'étais en plein stress pour pas dérailler et que je faisais un peu comme je pouvais.
mais que c'était le train, la vitesse du train qui donnait la vitesse de ma vie. J'étais pas aux commandes, en fait. Je faisais de mon mieux pour essayer de freiner une locomotive qui avance en pleine charge. Et aujourd'hui, je suis toujours dans un TGV, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide si je veux le faire aller à fond en ligne droite. Dans les zones de virage, c'est moi qui le fais ralentir. C'est moi qui suis aux commandes vraiment de ma vie. Et vous allez voir, on va en parler là aussi. On en rigolait sur un des derniers podcasts des Gentlemen Investisseurs parce qu'on a l'impression qu'on a inversé nos rôles avec Yann. En ce moment, c'est lui qui bosse de 7h du matin à 18h et c'est moi qui bosse 3 ou 4 heures par jour. Alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. Et comme la bourse est cyclique, comme l'immobilier est cyclique, je suis convaincu que notre rythme de vie est cyclique et que moi, je sors d'une période où j'ai énormément travaillé et là, j'ai besoin d'une respiration un peu où, alors je travaille toujours, hein, mais à mon rythme, avant que ça reparte. C'est un peu comme la mer fait des vagues, comme le jour alterne avec la nuit, il y a cet effet cyclique qui est dans tout. Et c'est vraiment l'impression que j'ai en ce moment. Voilà, j'accepte de ralentir mon train, j'ai même envie de ralentir un peu mon train pour vraiment bien négocier les virages et être prêt pour repartir pleine charge dans la prochaine ligne droite. Mais voilà, le frigo se remplit tout seul. Et ça remet en cause notre rapport au temps, on en parlera aussi, c'est des choses qui bouleversent. La troisième chose que j'ai vue, justement, on va en parler tout de suite, c'est quand les revenus passifs dépassent les revenus du travail. Et ma première étape, ça a été l'indépendance financière, quand mes revenus passifs égalaient mes revenus du travail, c'est là où j'ai arrêté. À peu près 4 000 € de salaire, 4 000 € de cash flow, on va dire, entre l'immobilier et le cash flow que je calculais avec la règle des 4% sur la bourse. Et depuis 2 ans, 3 ans, depuis en fait que la bourse a repumpé en mi-2023, au début 2023 on va dire, mes revenus passifs dépassent ce que je peux produire avec mon travail, ce que je peux produire en travaillant en marchand de biens, ce que je peux produire en faisant ces podcasts, en vendant un petit peu de formation, en donnant le coaching. Mes revenus passifs dépassent mes revenus du travail. Et du coup, le rapport au temps est vraiment complètement bouleversé, puisque on gagne moins en travaillant qu'en faisant rien. Et j'expliquais dans la formation arbitrage de patrimoine, d'ailleurs, il y a un dernier module bonus, mais qui est très important, sur l'arbitrage de son temps. Quelque chose dont on ne parle jamais, on parle d'arbitrage IMO, bourse, crypto, allocation de patrimoine, et à la fin, je fais l'arbitrage de son temps. Où est-ce que je choisis de passer mon temps? Comment j'arbitre finalement mon actif le plus précieux, qui est mon temps, quelque part. Et donc, j'ai fait vraiment un chapitre entier de la formation là-dessus, où je vous explique comment calculer votre taux horaire. Et aujourd'hui, voilà, moi, le taux horaire que je vends pour mes coachings, qui est 150 € hors taxe, pour le coup, pour une visio, parfois, je gagne plus en faisant rien qu'en animant un coaching. Et ça, psychologiquement, c'est bien plus violent qu'on le croit, bien plus impactant qu'on le croit. Et je tiens à garder des prix honnêtes et avec lesquels je peux me regarder dans un miroir. Je ne vais pas mettre à vendre mes coachings 300 ou 500 balles pour une heure. Il y en a qui le font. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, pas du tout. Mais du coup, ça remet en question ce qu'on fait avec notre temps. Et ce qui m'a prouvé à moi-même que quand je fais un coaching aujourd'hui, c'est que j'en ai vraiment envie. C'est que j'ai vraiment envie d'être là, au-delà de l'argent. Et ça bouscule le rapport au temps, vraiment, quand tes revenus passifs dépassent tes revenus du travail. Et psychologiquement, c'est bien plus impactant qu'on le croit. J'ai même vu des gens, j'irai investir chez vous, avoir des fortunes à plusieurs millions d'euros, bien investis, parce que c'est des très bons investisseurs qui leur rapportent plusieurs centaines de milliers d'euros par an et qui continuent à échanger leur temps contre de l'argent pour un métier qui leur rapporte 50, 60, 70 000 € par an. Alors qu'en face, il y a 300, 400 000 € qui rentrent. Et des gens qui s'enferment dans un enfer au quotidien, parce que c'est un job qui ne leur plaît pas, pour ne pas se remettre en question. Et c'est une souffrance, mais ils continuent d'avancer dans un job qu'ils n'aiment pas. Et c'est des problèmes de riches. Si quelqu'un tombe sur ce podcast, de bons gauchistes, là, se dire, mais je ne comprends pas le problème. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Moi, j'ai coaché des gens comme ça. Et
Et c'est une souffrance de voir qu'ils sont capables, avec leurs investissements, de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et ils ne sont pas capables de quitter un job pour plein de raisons d'affect, pas laisser des salariés, pas laisser des collègues, pas laisser de la famille, puisqu'ils entreprennent en famille. Et c'est une véritable souffrance au quotidien de voir qu'on a une vie choisie qui nous tend les bras, où on peut faire tout ce qu'on veut, mais l'argent ne résout pas tout. Et au fond, on se sent quand même bloqué pour plein de mauvaises raisons émotionnelles. Et c'est hyper culpabilisant de voir qu'on est capable de générer autant d'argent et qu'on se fait un enfer au quotidien et qu'on n'arrive pas à en sortir, qu'on n'est pas capable, qu'on ne se donne pas le droit, qu'on ne s'autorise pas à en sortir. Mais voilà, si on décide de se remettre en question et qu'on accepte cette remise en question, on en revient à réellement choisir consciemment où on veut passer son temps, indépendamment de combien on gagne. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut faire. Et on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas rentables. Et moi, je sais que je me suis récemment autorisé à apprendre à monter à cheval. Donc, j'y vais toutes les semaines et je consacre une matinée par semaine à apprendre à monter à cheval. Ça me fait beaucoup de bien. J'adore ça. Ça rapporte pas une thune, ça en coûte. Mais il y a encore quelques temps, je ne me serais pas autorisé ça. Et aujourd'hui, c'est des choses que je m'autorise à vivre et à faire parce que j'ai fait ce calcul de mon temps. Je me rends compte à quel point c'est précieux et à quel point il faut en faire bon usage. Point numéro 4, malgré tout ça, malgré un cash flow qui arrive, on n'a jamais de thunes. Et ça, c'est le propre de l'investisseur. C'est cette sensation que malgré le fait qu'on gagne beaucoup, qu'il y a de l'argent qui rentre, qu'il y a des flux financiers, on n'est pas arrivé là par hasard. Et comme un investisseur réinvestit en général tout, s'il n'y fait pas attention, s'il n'y prend pas garde et s'il ne se remet pas en question, on n'a jamais de thunes, quoi. Quand on a tout créé tout seul, c'est vraiment par cet investissement répété en mode boule de neige qu'on arrive à s'extraire de la matrice, à s'extraire de la rat race et à avoir une vie libre. Donc, en fait, on réinvestit et on réinvestit et on réinvestit encore quasiment systématiquement tout ce qu'on gagne. Et ce qui fait que, paradoxalement, plus on avance, plus on est riche, plus on génère de cash flow, mais moins on a la sensation de l'être, parce que plus les variations de loyer qui pourraient manquer si on a de la vacance locative, ou les impôts qui arrivent sont gros, et finalement, plus on doit remettre dans la machine. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous à la campagne la course à l'échalote, et tu vois ton patrimoine grimper, mais ta trésorerie perso, à l'instant T, elle reste vraiment tendue. C'est aussi tout l'enjeu d'une formation comme arbitrage de patrimoine, qui a été aussi un vrai travail psychologique pour moi, à un moment de mettre mon argent ailleurs pour avoir des liquidités autres que dans l'immobilier et moins avoir l'impression de subir ça. Et ça, c'est peut-être un des trucs les plus surprenants pour ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau encore d'indépendance financière. Mais moi, je le vois, j'ai des amis qui sont marchands de biens, qui ont des patrimoines à millions et qui, la plupart du temps, sont à sec parce que l'argent est entre plein d'OP. Donc, il y a de l'argent, il y a de la richesse qui se crée, mais à l'instant T, il y a jamais d'argent, quoi. Et je le vois, moi, à titre perso aussi. Encore en ce moment, je suis tout le temps en train de jongler avec ma trésor entre les différentes boîtes parce qu'on a des projets de marchand de biens qui arrivent. Finalement, celui-là, on ne le fait pas en marchand de biens, on va le faire en patrimonial. OK, il faut mettre 10% d'apport, le bien fait 200 000 euros, il faut mettre 10 000 euros chacun. Donc, on sort 10 000 euros, le temps que ça rentre. Et en fait, c'est un des problèmes d'avoir du cash flow et d'avoir réussi. C'est que quand on aime ça, à l'instant T, souvent, surtout pour des gens un peu jusqu'au boutiste comme moi, mais je suis sûrement jusqu'au boutiste, à l'instant T, des fois, il n'y a pas de thune, quoi. Donc, voilà un des inconvénients. Le point numéro 5, c'est qu'on a beau avoir atteint l'indépendance financière et on peut profiter de la vie sous les cocotiers, non, malgré tout, c'est du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure peut-être pas au début, mais le mythe du revenu passif total, il est quand même faux. L'immobilier, c'est beaucoup de travail, que ce soit en location nue, le temps d'acquérir les biens, de les mettre en location. Si on fait la gestion locative soi-même, c'est du travail. La LCD, c'est du travail. Même une fois qu'on arbitre des biens immobiliers, c'est encore du travail. Investir en bourse, là, on commence à toucher quelque chose de réellement passif, mais c'est un peu utopique. Dans la formation, je prends des exemples volontairement très caricaturaux de patrimoine 100% immobilier et 100% bourse. Pour moi, ce serait une erreur d'avoir son patrimoine à 100% en bourse, puisque c'est dans les phases où le marché baisse, ça peut être hyper stressant
Donc, il y a toujours une part d'immobilier, même dans un patrimoine qui est très exposé à la bourse. Et tout ça, ça fait que même si tu as un patrimoine qui est très exposé à la bourse, tu as quand même de l'immobilier. Et du coup, c'est quand même du travail. Dans la formation, je prends des exemples qui sont volontairement très caricaturaux de patrimoine complètement investi en bourse à 100%, complètement investi en immobilier à 100%. Dans la pratique, même si on veut atteindre une forme de passivité et avoir un patrimoine qui est très orienté vers la bourse, je déconseille de ne pas avoir d'immobilier du tout. Au moins la résidence principale, un peu de locatif, ça permet de passer aussi des indemnités kilométriques, de faire de la charge sur des biens immobiliers. Et surtout, quand la bourse descend, un patrimoine 100% bourse, c'est très très impactant émotionnellement. C'est pour ça qu'il faut garder une part d'immo. Et donc, c'est aussi du travail. Même quand on est très exposé à la bourse, c'est quand même du travail. Tu dois t'occuper de ton patrimoine. Si tu veux qu'il reste équilibré, tu dois suivre tes biens, tu dois suivre tes projets, tu dois suivre que tes biens payés, tu dois suivre que tes biens sont bien entretenus. Et si tu fais encore un peu d'investissement à côté, tu dois suivre tes investissements locatifs ou tes investissements en marchand de biens. Donc, même si on est libre, je me suis rendu compte ces dernières années, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, que j'alternais des phases de vraies vacances, comme cet été où j'ai pris un mois entier, pour le coup, le mois d'août en entier de vacances, avec des phases de travail qui sont assez intenses. Ça fait aussi des cycles. Il y a des fois où je vais me mettre à fond dans mes projets entrepreneuriaux et là, je vais avoir des soucis. Typiquement, sur un bien en ce moment, j'ai une douche qui fuit, donc la douche, elle est morte. On s'est rendu compte que les travaux ont 5 ans et donc c'est pas une usure du locataire, c'est qu'en fait, il y a eu des malfaçons au départ et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, voilà, malheureusement, même sur de l'immobilier qui est passif, c'est du louer en nu, c'est aussi du travail et il faut s'occuper de tout ça. Donc, malgré tout, c'est pas le même travail qu'un job de 9h à 5h tous les jours, mais c'est du travail. Le point numéro 6, l'inconvénient numéro 6 que j'ai vu, et ça c'est un truc qui me parle bien, c'est qu'en fait si tu mets pas de limite, tu sais jamais quand t'arrêter. Parce que tu peux toujours faire plus, tu peux toujours aller chercher plus loin, tu peux toujours aller chercher l'investissement de plus, les 1 000 euros de cash flow en plus, les 100 000 euros de patrimoine en plus, la plus belle voiture, la plus belle maison. Et ce jeu-là, ça peut vraiment devenir un piège. Au début de la carrière d'investisseur, on va vraiment chercher les opportunités, on va être vraiment proactif, on va aller dans des apéros IMO, on va aller de partout où on peut et on dit oui à tout, on prend toutes les sollicitations. Et une fois qu'on a bien avancé, que le frigo se remplit tout seul, qu'on a réussi grâce à nos investissements à nous extraire de la matrice, on se rend compte qu'on va être extrêmement sollicité par tout ce qu'on a créé. Et moi, je le vois aujourd'hui, je reçois au moins 3 propositions d'investissement par jour ou des sollicitations business ou des demandes de collaboration. Je reçois, il n'y a pas une journée sans que j'en reçoive au moins entre 1 et 3. Et je ne peux pas tout faire, des invitations sur des podcasts, des collaborations avec d'autres entrepreneurs. Et en fait, je passe mon temps à dire non. Et encore hier, on a visité un bien immobilier avec Yann et on a dit non. Et en fait, si on n'apprend pas à dire non et qu'on dit oui à tout, on se retrouve à la merci de tous les projets qu'on a initiés autour de nous. Et en fait, on explose. Et c'est pas facile de dire non. Même quand on a atteint l'indépendance financière, même quand on est riche, alors voilà, vous placerez le curseur de richesse, c'est propre à chacun, mais ça ne résout pas ce problème-là. Si on ne sait pas dire non, même quand on est riche, on ne sait pas dire non toujours. Et on peut dire facilement oui à beaucoup de projets, on peut se retrouver à lancer beaucoup de choses, on peut investir de partout et à la fin, on peut surtout s'épuiser. Et c'est vraiment le revers de la médaille parce que quand on a atteint l'indépendance financière, c'est la plupart du temps parce qu'on a des compétences, parce qu'on a fait du réseau, parce qu'on a des idées, parce qu'on a eu des opportunités. Et c'est difficile à un moment d'avoir passé tellement de temps à espérer et à vouloir obtenir ça pour après dire non, finalement, je veux plus, c'est trop. Et commencer à dire beaucoup plus non que oui. Et si on ne le fait pas, on peut se surcharger de nouveaux projets et paradoxalement, même si chaque projet indépendamment fait du sens, se retrouver à perdre le sens parce que juste il y en a en même temps trop dans la marmite. Et voilà. Et parfois aussi avec le côté pervers en France, et c'est aussi ce que je me rends compte avec le barème d'impôt qui est progressif, où plus tu gagnes, plus tu payes. Et il y a un moment où c'est décourageant parce que tu vas faire plus, mais tu vas te faire exploser dans les tranches d'imposition. L'année dernière, j'ai fait une très belle année
et j'ai créé ma micro-entreprise avec laquelle j'ai facturé aussi, qui a mécaniquement fait monter mon taux d'imposition, et il me restait encore 2 biens en perso où j'avais pas fait d'OBO et que j'avais pas arbitré, qui étaient loués en nu. Et du coup, je me suis retrouvé imposé à 45% plus 17,2. Je me suis retrouvé imposé à plus de 60% sur ces biens immobiliers, des biens immobiliers qui sont rentables, hein, donc je n'ai pas beaucoup de charges à déduire non plus. Donc, autant dire que je me suis fait exploser. Et ça décourage, en fait. Et on se dit, mais à quoi bon faire plus, puisque plus je fais, plus je paye et moins il m'en reste. Donc, on va dire que faire le projet de plus devient de moins en moins intéressant chaque fois. Et il y a un moment où ça aussi, en France, c'est malheureux hein, d'avoir ce truc qui te cape, mais tu te dis pourquoi en faire toujours plus pour avoir finalement toujours moins? Est-ce que je ne me contente pas d'un peu moins et de là où j'en suis? Et à la limite, investir sur des enveloppes où il n'y a pas d'impôt, enfin en tout cas pas d'impôt tant qu'on ne vend pas, comme crypto et bourse justement. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aller investir sur ces projets-là, parce que c'est aussi moins fiscalisé tant qu'on ne vend pas. Mais au-delà de ça, au-delà des impôts, je crois que le vrai secret pour justement ne pas se faire avoir par ce point numéro 6, hein, si tu ne mets pas de limite, tu sais jamais quand t'arrêter, c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on en a assez, quand est-ce que c'est assez bien, quand est-ce qu'on est content, quand est-ce qu'on est satisfait. Et ça, je pense que c'est, comment dirais-je, c'est une vraie victoire quand on en arrive là, à savoir qu'on en a assez et qu'on peut débrider la ceinture. J'ai un peu commencé à le faire. Et je pense que je ne suis pas loin de savoir que j'en ai assez. Et ça fait du bien. Point numéro 7, c'est le pendant, le revers de la médaille, pour remettre un peu les idées en place quand même, c'est qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer quand on a atteint la liberté financière. Il faut être très prudent, parce que liberté financière ne rime pas avec sécurité financière, mais avec responsabilité financière. Ça, c'est une chose que je dis beaucoup, que j'ai beaucoup dit sur ce podcast. Mais quand on compte plus que sur soi, c'est bien d'essayer quand même de continuer à mettre de côté au moins la moitié, voire les 2/3 de ses revenus passifs pour continuer d'investir et pour se sécuriser. Parce que là, vous comptez plus que sur vous. Et ça, c'est important. C'est un peu ce qu'on retrouve avec la règle des 4%. Hein. Quand un placement financier, le rendement attendu est de 10% par an, on se contente de récupérer 4%. C'est une règle implicite, mais on vient récupérer que 40% de ce qu'on a gagné et on réinvestit dans la boucle 60%. Et ça, c'est bien de le garder en tête, parce que être millionnaire ne te donne pas le train de vie de ce qu'on imagine d'un millionnaire de cinéma. Hein. Avoir 1 million de patrimoine, c'est pas du tout une vie de luxe. 1 million de patrimoine net, s'il était tout en bourse, règle des 4%, c'est 40 000 euros par an. Ça fait un peu plus de 3 000 euros par mois. Voilà, c'est loin de ce qu'on s'imagine de la vie d'un millionnaire. Et d'ailleurs, pour vivre comme on s'imagine qu'un millionnaire pourrait vivre, pas un milliardaire, calmez-vous, un millionnaire dans l'imaginaire collectif, il faudrait 5 millions d'euros ou plus. Ça, c'est pas moi, c'est MJ DeMarco dans l'autoroute du millionnaire, justement. Lui, il dit que là où avant, il fallait 1 million d'euros de patrimoine pour vivre la vie qu'on s'imagine, aujourd'hui, il en faut 5. La vie d'un millionnaire, pour moi, c'est une très belle maison, une très belle voiture pour le quotidien, une très belle voiture de sport. Voilà, si on fait la règle des 5% que je donne dans la formation arbitrage de patrimoine pour les jouets, 5 fois 5 millions, ça fait 250 000 euros. Ça laisse la place de s'acheter une très belle voiture de sport, on ne met pas la maison dans ces 5%, hein, mais avoir une très belle RP et de l'argent qui travaille. Et si on fait la règle des 4%, 5 fois 4, 20, ça rapporte 200 000 euros par an. Là, 200 000, tu es à 15 000 euros par mois. Là, pour moi, tu as un train de vie qui est génial, qui est, à mon sens, sans limite. Après, bien sûr qu'on peut aller chercher 10 millions, 50 millions si on veut. Mais à partir de ce niveau de revenu-là, tu peux voyager en business, tu peux voyager plusieurs mois par an, tu peux aller au restaurant sans regarder les prix. Tu as vraiment atteint ça. C'est ce qu'on a dans l'inconscient collectif de la vie d'un millionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Avant, en euros, il fallait 1 million. Aujourd'hui, il en faut plutôt 5 si on veut mener ce genre de train de vie, à mon sens. Et donc, il faut faire attention à ne pas faire exploser son niveau de vie et à tomber dans la rat race du riche en se disant, ça y est, prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait 2 millions, règle des 4%, ça fait 80 000 euros par an. Il se dit, ouais, mais quand même, j'ai 2 millions, je suis multimillionnaire avec mes 2 millions, je mérite mieux que ça, et aller commencer à s'acheter des voitures de sport à 200 000 euros, une baraque à 500 000 euros, parce que là, tu as mis 700 000 euros
Et il te reste finalement plus qu'1,3 million. Et une maison à 500 000 euros, ça coûte. Une Ferrari à 200 000 euros, ça coûte. Et faire très attention. Donc, il faut calmer aussi ses fantasmes et garder les pieds sur terre et son allocation patrimoniale bien en tête. Mais voilà, ça peut monter à la tête quand on est parti de rien et qu'on a atteint des montants comme ça. Et voilà, et si on continue à bosser à côté, avoir une activité de marchand de biens, par exemple, qui apporte de l'argent, bien faire la part des choses, parce que l'activité que vous faites au quotidien, vous ne serez peut-être pas en mesure de la faire toute votre vie, si vous êtes fatigué ou si ça marche moins bien. Comme on l'a vu, nous, là, le marchand de biens est reparti depuis 6 mois, mais on a passé 1 année et demie difficile. Heureusement qu'on n'a pas calqué notre niveau de vie sur ces revenus-là. Le point numéro 8 que j'ai vu, c'est un décalage qu'on peut ressentir parfois avec les autres. Quand on a atteint cette indépendance financière, on a l'impression qu'on a un peu craqué le code de la matrice. Alors, rassurez-vous, si vous êtes des gens, si vous avez des belles valeurs au fond de vous et si vous écoutez Une vie de liberté, je n'en doute pas. Je suis certain que vous avez de très très belles valeurs. Bien entendu, vous ne deviendrez pas un sombre connard parce que vous gagnez de l'argent. Mais parfois, ça peut faire des pincements et ça peut faire des choses qui nous font ressentir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Quand vous avez des LCD qui vous rapportent 2 000 euros de cash flow tous les mois, plus de l'enrichissement passif parce que vous amortissez du capital et qu'à côté vous avez créé une activité de marchand de biens et que votre activité de marchand de biens, la première année, elle marche bien et que vous avez gagné 60 000 euros de plus-value. Et donc quand on ajoute les deux, vous avez 2 000 euros de cash flow de la LCD, 5 000 euros par mois du marchand de biens et à côté 1 000 euros d'enrichissement passif parce que vous amortissez du capital et que ça fonctionne. Et parfois, vous allez être dans des discussions avec des potes à vous qui galèrent parce qu'ils finissent pas le mois à 100 euros près. Et ça peut vous faire ressentir plein d'émotions qui peuvent être négatives, de la compassion ou vous dire que forcément, quand on fait certains choix dans la vie, il y a des choix qui nous enrichissent, des choix qui nous appauvrissent. On n'a pas tous le même degré de conscience de tout ça, on n'a pas tous le même avancement pour voir où on en est. Et voilà, vous avez fait des choix forts qui vous emmènent jusque-là et ça peut remettre en question, ça peut en tout cas vous apporter ce genre de pensée quand vous allez être dans ces situations-là, ressentir parfois un peu de décalage avec les autres. Alors bien entendu, il ne faut jamais se croire arrivé dans la vie, c'est que de l'argent. Si vous faites des mauvais choix, ça va et ça vient. Il faut rester toujours très humble, mais parfois dans les discussions avec des amis, ça peut être dans votre couple, parfois, ça peut amener de la discussion si vous avez plus de moyens pour aller faire plus de vacances, plus de choses comme ça. Ça peut aussi amener des discussions et parfois vous ressentir ce sentiment de décalage avec certaines personnes parce que, on en parlera dans un point un peu plus loin, mais vous avez entre guillemets plus les mêmes problèmes. Vous avez d'autres problèmes, mais vous avez plus ces problèmes de stress du quotidien. Vous vous êtes extrait de ça. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont ces problèmes de quotidien. Si je vous donne un exemple tout bête, c'est une femme de ménage. Vous avez peut-être en France 1/3 des couples qui s'engueulent au quotidien pour les tâches ménagères. Alors qu'une femme de ménage, c'est 200 euros par mois, 300 euros par mois. Quand vous avez l'argent pour payer ça, vous supprimez d'un seul coup 1/3 des disputes de couple. Et finalement, quand vous entendez des gens du quotidien en couple se disputer dans vos amis, peut-être, ou vos proches, ou dans la rue, ou quand vous êtes invité, vous vous dites que vous ressentez du décalage parce que vous n'avez plus ce genre de problème, parce qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous faire le ménage. Ce genre de choses-là. Mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous parlais aussi dans ce point de l'humilité, de faire très attention, parce que parfois l'argent, ça va et ça vient. Et j'ai un de mes anciens clients à l'époque où j'étais à Lyon, qui est parti de rien, qui a fait un patrimoine de 15 millions d'euros et qui est en train de redescendre l'échelle sociale et en train de tout bouffer parce qu'il a pris trop de risques, il a fait trop d'erreurs. Et je pense qu'il paye aussi son karma. C'était pas quelqu'un avec des bonnes valeurs pour le coup. Donc voilà, malheureusement. Mais ce point numéro 9, c'est croire que tu es un génie. Ça, il faut y faire très, très, très attention. C'est pas parce que tu as réussi à atteindre l'indépendance financière, c'est pas parce que tu as réussi à bien acheter de l'immobilier, c'est pas parce que tu as réussi à bien acheter de la bourse, c'est pas parce que tu as réussi à bien acheter du Bitcoin que tu es un génie. On ne doit pas ignorer, absolument pas ignorer la part de chance qu'il y a eu, parce que oui, alors attention, je sais, il y en a parmi vous, je le sais, qui ont dit « Oui, tonton, c'est pas de la chance, j'ai travaillé comme un fou. » Moi aussi, j'ai travaillé comme un fou. Et quand on me dit « Ah, toi, tu as de la chance », j'ai toujours un petit sourire au fond de moi en disant « Mon pote, la chance, c'est du sang, de la sueur et des larmes et des réveils à 5 heures du matin. »
Mais on sent, on sent que la corde est sensible. Euh, non, je blague, mais ce que je veux dire, et je vais m'en perdre, qu'on ne doit pas absolument pas ignorer, pardon, qu'il y a une part de chance dans tout ça et une part de contexte. Quand j'ai acheté du Bitcoin pour la première fois en 2017 à 3 500 $, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, en 2017, il avait 12 ans, 13 ans. Il ne risquait pas d'acheter du BTC à ce prix-là. Donc il y a une part de chance, de contexte dans lequel je suis né, l'époque où je suis né. Il y a une grosse part de mes investissements, je les ai faits avec des crédits à 1%. Donc il y a toutes ces choses-là, il ne faut pas l'ignorer. Bien sûr qu'il y a une part d'intelligence, encore heureux, et j'espère qu'elle est grosse, mais une part de travail. Mais il ne faut pas croire qu'on est un génie et qu'on est le roi Midas et que tout ce qu'on touche se transforme en or. Parce que notre ego peut gonfler. Et il ne faut pas oublier que dans toute cette réussite, il y a une part de contexte, de région où l'on a évolué. Il y a une part de contexte de taux, il y a une part de contexte boursier. Et voilà, que notre ego ne gonfle pas et qu'on sache rester à notre place en disant « Ok, j'ai su bien me débrouiller dans les circonstances où je l'ai fait ». Et à la limite, avoir confiance en soi en disant « Si les circonstances changent, je sais que je saurai bien me débrouiller et que je saurai voir les opportunités ». Mais là, on n'est plus du tout dans l'ego. Au contraire, on est dans l'humilité en se disant je suis dans un monde qui est bien plus grand que moi, je vais essayer d'en tirer les opportunités, mais ce n'est pas moi qui suis le maître du monde. Et, et voilà, par le pouvoir de l'esprit, je gagne de l'argent. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, l'idée, quand je dis croire que tu es un génie, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux prendre de plus en plus de risques, faire n'importe quoi. Je prends l'exemple de ce client-là. Il a signé des opérations dans tous les sens, avec des marges extrêmement faibles. Et là, le marché s'est retourné et il est en train d'y laisser tout ce qu'il a gagné parce qu'il a pris trop de risques, parce qu'il voulait toujours plus. Et toujours plus, pas de la bonne façon, avec un ego démesuré. Et moi, je me mets dedans pour une chose. Par exemple, en 2021, quand j'ai fait les robots de trading, j'ai balancé 18 000 € là-dedans. 18 000 €, c'est de l'argent. Et je me demande dans quel univers parallèle, sachant que je savais très bien où ça menait, ce genre de truc, j'ai fait ça quand même. J'ai balancé 6 fois 3 000 balles. Donc, enfin, pas euros, dollars, 18 000 $. Enfin, à l'époque, c'était aussi de l'argent. Et je me suis dit, j'ai pas respecté mon argent. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pu sortir au bon moment et j'ai pas perdu d'argent, j'ai récupéré ce que j'avais mis. Mais si à l'époque j'avais acheté du Bitcoin, j'aurais gagné bien plus que ça. Et, et voilà, pour le coup, peut-être qu'à un moment dans ce marché-là, le marchand de biens marchait bien. Je me suis dit, ouais, 18 000 €, c'est pas grand-chose. Et à quelle heure, c'est pas grand-chose. Donc voilà, faire très attention à ne pas croire qu'on est un génie. Et surtout, ne pas se définir par ce qu'on possède. Faire très attention à ça. Voilà, l'argent permet d'avoir la liberté, fait beaucoup de bien, mais en aucun cas, il me définit. Je suis bien plus que ça. Et ne pas tomber dans ce piège-là. Le point numéro 10, là, c'est pour apprendre à en profiter. C'est le paradoxe de l'indépendance financière. Quand on a atteint l'indépendance financière, on tombe dans ce paradoxe. Et vous en avez beaucoup parlé de ce paradoxe, mais ça fait l'occasion de le redire parce que c'est tellement vrai. Ceux qui arrivent à l'indépendance financière, c'est souvent les plus bosseurs, les plus structurés, les plus disciplinés, les plus acharnés, les plus constants. Et une fois qu'ils ont atteint ce stade, ils n'arrivent pas à en profiter. Voilà, parce que leur moteur, c'était le travail. Et quand on a atteint l'indépendance financière et que le travail est plus obligatoire, on va dire, il faut se réinventer quelque part. Et il faut remettre sa vie en question. Et finalement, les seuls qui seraient les plus en mesure de profiter de l'indépendance financière, c'est les feignants, quoi. Ceux qui savent se la couler douce. Mais ils sont incapables, comme ils sont feignants et qui se la coulent douce, de faire les efforts pour atteindre cette liberté financière. Et c'est le paradoxe absolu, quoi, hein. Seuls les plus feignants pourront en profiter, mais seuls les plus acharnés, les plus ardus y arrivent. Et en fait, quand tu es arrivé à l'indépendance financière, quelque part, tu t'es construit une identité aussi, une identité d'investisseur, de celui qui bosse dur, de celui qui est clairvoyant, de celui qui sait saisir les opportunités, de celui qui est toujours sur la brèche. Et du coup, c'est difficile de réinventer cette identité pour aussi pouvoir en profiter. Et ça demande vraiment de faire cet effort, de s'offrir d'autres perceptions, de voir le monde d'une autre façon. Et c'est pas naturel. Et même à moi, ça m'a demandé du travail et ça m'en demande encore, même si je commence à y prendre goût. Mais pour moi, c'est vraiment ce paradoxe de l'indépendance financière.
Le point numéro 11, auquel on ne pense pas, c'est la perte de la légitimité sociale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé la première fois, puisque quand j'ai quitté mon job d'entrepreneur de travaux publics, là, j'étais entrepreneur, en moyenne 35 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je l'ai fait 12 ans, donc j'ai fait 72 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas rien quand même. Ça ronfle, hein. C'est pas du bénéfice et c'est pas ce que je me suis payé. Mais dire que j'ai fait 72 millions d'euros de chiffre d'affaires là-dedans, en marchand bien, depuis qu'on en fait, on a peut-être fait, il faudrait que je vérifie, mais 5 millions, quelque chose comme ça, de CA en 5 ans, 1 million d'euros par an à peu près. On fait entre 1 million et 1,2 million de CA annuel. Donc, c'est complètement démesuré. Et si on est dans une part d'ego, en regardant que ces chiffres-là, le statut qu'apporte le fait d'être chef d'entreprise, le chiffre d'affaires, par ego, c'est valorisant. Et d'ailleurs, l'anecdote que je veux vous raconter, c'est qu'un jour, en janvier 2019, quand j'étais à la maison en train de travailler sur mes projets, j'ai un pote de mon père qui est passé chez moi parce qu'il devait récupérer une clé pour aller chercher du bois ou je ne sais plus quoi. Et j'étais en chaussettes dans ma cuisine sur le bon coin. Et il me regarde, il me dit « Ah là là, t'es à la maison en pleine journée maintenant. Et oui, c'est que t'as arrêté à Lyon. T'es à la recherche d'un emploi ?» Et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que je me suis dit « Mais gros, je suis en train de construire un empire et tu le vois pas. Je construis un empire en chaussettes là. Mais attends, t'as pas tout vu. » Mais même en disant ça, je suis entre guillemets que marchand de biens. Et j'ai été marchand de biens à la maison pendant 4 ans. Donc, tu es à la maison, tu n'as pas de secrétaire. La plupart du temps, tu es en chaussettes. Alors, pour le coup, au bureau, on continue d'être en chaussettes. Mais là, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose maintenant qu'ils voient ces bureaux parce qu'ils ont besoin de le voir. Mais ces bureaux, c'est juste l'expression de tout le travail qu'on a fait, finalement, qui s'exprime dans le monde réel. Mais là, ils ont l'impression qu'il y a une vraie entreprise. Et je commence à retrouver de la légitimité sociale. Mais pendant plusieurs années, j'en ai perdu, quoi. Et c'est normal parce que quand tu travailles plus comme les autres, tu peux te sentir un peu jugé ou un peu à part. Et c'est comme ça, la société, c'est comme ça. Les codes sociaux, ils sont construits autour du travail. Et quand tu n'es plus dans ce moule, les gens n'arrivent plus à te mettre dans une case et quelque part, tu déranges un peu. Et il ne faut pas sous-estimer cette perte de statut social quand on arrête une profession où il y avait de la reconnaissance, que ce soit une profession de salarié, directeur d'un service, chef d'équipe, chef d'entreprise, une profession réglementée par exemple, hein, quand on arrête d'être pharmacien pour devenir marchand de biens. Il ne faut pas sous-estimer, on a eu un médecin qui a arrêté d'être médecin pour se lancer dans le e-commerce. Donc, il ne faut pas sous-estimer la perte de statut social. Médecin, ça veut vraiment dire quelque chose. Faire du e-commerce, dans la tête des gens, ça peut faire rire. Alors qu'un e-commerçant peut gagner 10 fois ce que gagne un médecin. Donc, cette perte de légitimité sociale, au début, elle peut faire bizarre et elle peut être compliquée à gérer. Et ça demande vraiment de se réinventer, de travailler vraiment son image de soi. J'ai encore noté 3 points. Le point numéro 12, c'est que les problèmes ne disparaissent pas avec l'argent. Voilà, malheureusement, oui, ça continue. Hein. L'argent ne résout pas tous les problèmes et c'est parfois qu'ils sont juste plus gros. Je parlais tout à l'heure parfois des problèmes de gens plus du quotidien qu'on peut rencontrer et des problèmes que j'avais avant d'être investisseur. Plus tu as de l'argent, plus tu peux faire des conneries et plus tu peux te mettre dans la merde. Donc, il faut garder de l'humilité. Mais aussi, même si tu fais les choses bien, tu peux avoir besoin de plus d'argent et tes problèmes sont juste plus gros. Je prends un exemple tout bête, c'est que dans mes premiers jobs, quand j'étais ingénieur chez Rockwool à Saint-Élion-les-Mines, que je gagnais 1 841 € par mois et que je me forçais à mettre 300 € de côté tous les mois et que j'avais 300 € de loyer pour mon petit appartement de Saint-Élion-les-Mines, il y avait des mois où je me serrais la ceinture et je me mettais dans le rouge. Et la dernière semaine, c'était hors de question de toucher à mon épargne. Donc, je bouffais du riz toute la semaine et c'était comme ça. Et il me manquait peut-être 100 balles ou 200 balles pour finir le mois. Maintenant, là, la problématique que j'ai en ce moment, c'est qu'on vient de trouver une super OP. Tout l'oseille est parti dans le marchand de biens. Sur la SCI, on a juste la trésor qu'il faut pour faire tourner parce qu'on a déjà pris de l'argent pour faire un apport.
Et là, on vient de trouver une super OP, il va falloir y aller vite, sûrement sans condition de financement. Et il faut que je balance 20 000 euros pour dans 3 semaines, puisque c'est le 2e ou 3e projet de l'année. Donc, voilà, avant, il me manquait 200 euros. Maintenant, il m'en manque 20 000. Donc, voilà, après, c'est aller récupérer un peu de crypto ici sur la holding, aller récupérer un peu d'ETF ici, pourquoi pas arbitrer tel bien. C'est des problèmes, mais ces problèmes ne disparaissent pas, ils sont juste plus gros, quoi. Et voilà. Donc, ça fait tellement connard de dire ça. Mais c'est la vérité. Et paradoxalement, c'est ce que je veux dire pour conclure ce point, c'est que je suis bien moins stressé par ces 20 000 euros qui manquent que par les 200 euros de l'époque. Parce qu'à l'époque, ça faisait une énorme différence de ne pas aller piocher dans ces 300 euros pour qu'ils continuent de faire de l'apport pour des biens immobiliers ou de faire de l'intérêt composé sur mon compte de bourse, qu'aujourd'hui, ces 20 000 euros, si je ne fais pas le projet, c'est pas grave. Donc voilà. Le point numéro 13, auquel je n'avais pas pensé tout de suite, et vous allez voir, et je pense qu'il est aggravé par le fait que, forcément, je suis public et je me suis mis sur Internet, comme dit Nino, il n'y aura plus jamais d'anonymat. Et le point numéro 13, c'est que les gens peuvent te prendre pour un Américain. Et ça, si tu habites une petite ville ou un petit village, ou que les gens savent que tu investis ou que tu as du cash flow, entre la réalité des choses qui est souvent bien moins sexy que ce que les gens se sont mis dans la tête. Moi, vers chez moi, il y a des industriels, il y a des jolies industries qui marchent bien. Et il y a des gens autour de moi qui disent oui, lui, c'est un milliardaire. Non, il n'est pas milliardaire, il est multimillionnaire, il a sûrement un patrimoine peut-être à 20 ou 30 millions d'euros, mais il n'est pas milliardaire. Les gens sont convaincus que c'est des milliardaires. Donc, entre ce que les gens se mettent dans la tête et la réalité des choses, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais voilà, les gens peuvent te prendre pour un Américain. Et s'ils viennent chez toi pour refaire ta clôture, qui voient ta maison, qui te tapent sur Google, qui voient que tu es sur YouTube, ou qui vont sur société.com, sur Papers, aujourd'hui Papers, qui voient ta holding, ton nombre de sociétés, ton chiffre d'affaires, ils peuvent se dire, sa clôture où il y en a pour 7 000 euros, lui, il a de la thune, il peut bien la payer 15. Et c'est quelque chose où il faut faire beaucoup de devis. Il faut y faire très attention. Il y a la boiserie qui est dans des autres degrés de fortune, qui est un entrepreneur qui a énormément réussi, qui dit que lui, il se fait prendre régulièrement pour un Américain et que c'est pénible. Et donc, il faut y faire attention à ça, parce que c'est quelque chose qui arrive, c'est pas du tout faux. Se faire prendre pour... Si seulement on était des vrais Américains, avec des vrais salaires d'Américains. Restez bien sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, parce qu'on vous fera une surprise pour Noël, où on a interviewé un véritable Américain, avec un salaire d'Américain, et un vrai Américain, un Français qui vivait aux États-Unis. Et vous allez voir, c'est fantastique. J'en dis pas plus, mais c'est quelqu'un qui veut rester discret, mais il sera sur le podcast privé, et c'est très inspirant et c'est exceptionnel. Et voilà, et donc, l'expression se faire prendre pour un Américain prend tout son sens. Mais voilà, ça peut aussi vous arriver quand vous aurez du cash flow et qu'autour de vous, ça se saura que vous investissez dans l'immobilier, on peut vous prendre pour un Américain, ou que ça se verra, parce qu'un jour ou l'autre, je vous souhaite quand même de vous faire plaisir avec une belle maison ou une voiture de sport, si telle est votre envie, et peut-être des vacances ou des choses qui se verront autour de vous, et on vous prendra peut-être pour un Américain. Et le point numéro 14, dont je veux parler aussi, parce qu'il peut être intéressant pour beaucoup de gens. Je pense que c'est pas mon cas, mais on ne sait jamais, ça pourrait l'être, et ça l'a été à un moment, avant que je rencontre la PNL, c'est le manque de défi. Le manque de défi, parce que quand tout devient possible, quand le frigo se remplit tout seul, quand on n'a plus besoin d'échanger notre temps contre de l'argent au quotidien, finalement, rien n'est urgent. Il y en a qui deviennent hyperactifs. J'en ai fait partie, à peut-être combler le vide au départ, avant de faire mon accompagnement PNL et de remettre du sens. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'y suis plus sujet, parce que vu comme j'ai évolué, je suis toujours à l'écoute de mes émotions, de ce que je ressens, et je fais très attention à où je place mon temps. Et je sais que j'ai confiance en moi et que je saurai toujours me réinventer, faire de nouvelles choses, et je ne m'interdis pas d'arrêter des choses et d'en commencer d'autres. Mais pour certains, ça peut les rendre un peu mou aussi. Et c'est un peu ce qui s'est passé fin 2020 pour moi, quand je me suis dit, ça y est, le marchand de biens est lancé. Qu'est-ce que c'est mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'avais l'impression d'avoir atteint tous mes rêves, celui de l'indépendance financière, et je rêvais plus de la suite. Et
Et j'étais dans une vie où il y avait cette absence de contrainte et un peu cette absence de but. Et je commençais à perdre le cap et à perdre un peu de sens. Et cette absence de contrainte, elle peut rendre la vie un petit peu floue. Et parfois, on peut aussi alterner entre les deux, avoir des périodes où on est beaucoup plus actif et puis des périodes où on va être un peu plus cool. Et tant que c'est choisi, tant qu'on est acteur, bah moi, c'est ce que je trouve le plus important. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Là, je vais être dans une période où je décide d'en faire un peu moins et c'est vraiment choisi et je suis acteur de ça. Pourquoi pas pour alterner entre les deux et refaire un peu plus après. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la beauté de la vie aussi. C'est quand on n'a plus à se pointer tous les jours dans un boulot qu'on n'aime pas pour faire la même chose et qu'on récupère vraiment son temps. C'est là qu'on se pose les vraies questions du véritable sens qu'on veut donner à sa vie. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est surtout ce chemin qu'on va construire. Et pour conclure ce podcast, c'est vraiment ça que j'ai envie de laisser comme dernière note aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'argent dans ce podcast, de patrimoine, de liberté financière. On s'est beaucoup marré aussi parce que ça crée de la gênance et c'est comme ça, c'est un sujet sensible. Surtout en France où la réussite des gens, elle va nourrir autant de fantasmes parfois que de malaise, clairement. Mais au-delà de tout ça, au-delà du patrimoine, au-delà de l'argent, au-delà de la liberté financière, ce qui compte vraiment dans tout ça pour moi, c'est la quête. Et cette quête, c'est la personne qu'on va devenir en avançant vers cet objectif. Parce que la vérité, c'est que l'argent, en tout cas pour les gens qui suivent ce podcast, dans 95% des cas, c'est jamais tombé tout cuit du ciel pour aucun d'entre vous. Et quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un arrive à atteindre cette indépendance financière ou est sur le chemin, ça raconte une histoire finalement, ça raconte son histoire, les galères, les remises en question, les choix difficiles, les réveils aux aurores, les couchers tard en regardant le plafond, les peurs, mais aussi les victoires. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est la matière première même du chemin de liberté qu'on cherche et qu'on veut construire. Et finalement, ce que la liberté financière, elle nous apporte, c'est pas forcément juste de rouler sur l'or ou juste d'avoir de la thune, c'est au départ, ce moment incroyable, ce moment si particulier où tu n'es plus obligé de te lever le matin pour un truc que t'aimes pas, juste pour pouvoir remplir le frigo. C'est le moment où, tout d'un coup, tu récupères ce temps, cette possibilité de te réaliser vraiment. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'à la fin, on repartira tous avec la même chose, des souvenirs, des moments, des émotions et cette fierté d'avoir marché sur notre propre chemin. Et ce chemin-là, c'est ça, la vraie richesse. Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.